Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs, je m'appelle LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, le jeu que je vous présente va proposer aux joueurs d'incarner différents personnages qui vont se taper dessus les uns les autres en lançant des dés. Le premier personnage à éliminer son adversaire va l'emporter si on joue une partie à deux joueurs. Et je parle de Dice Throne. Dice Throne est un jeu de Nate Chatelier et de Manny Tremblay. C'est un jeu qui va prendre environ 25 à 45 minutes pour une partie. La boîte indique 20 à 40 je pense. Calculer juste une petite affaire un peu plus longue. C'est un jeu qui a été édité par MBG Games et pour la saison 1 et qui a été, dont les droits ont été repris par Roxley Games qui s'est occupé de sortir la saison 2. Dans la saison 1, la première boîte qu'on vient de voir, il y a 6 personnages à l'intérieur de la boîte. On en choisit un puis on affronte son adversaire qui en choisit un aussi. La saison 2, de la façon dont elle fonctionne, il va y avoir différentes boîtes qui vont sortir. Chaque boîte va avoir 2 personnages différents et tout peut se mélanger si on achète plus qu'une boîte. Fait qu'on va prendre un personnage de saison 1, se battre contre un personnage de saison 2, et ainsi de suite. Il y a déjà une 3e saison qui est annoncée, qui devrait arriver sur Kickstarter quelque part en 2019. Fait que Dice Throne, c'est un jeu de type de lancement de dés, de gestion de main de cartes. Fait qu'on va lancer des dés, on va jouer des cartes pour essayer de manipuler ces dés. On va essayer d'aller chercher des combinaisons particulières, un peu comme il a dit. Et selon les combinaisons qu'on a obtenues, on va faire des dégâts ou infliger des CFA à son adversaire. Le premier qui élimine son adversaire l'emporte. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bon? Je vous montre ce qu'il y a dans la boîte, je vous montre comment installer ça, je vous montre comment jouer, et ensuite je reviens pour dire ce que j'en pense. Donc au niveau de la mise en place, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est un jeu Dice Throne, c'est un jeu extrêmement rapide à mettre en place. Chaque joueur va venir avec un plateau individuel. Ça, c'est les plateaux de la saison 1, ça, c'est les plateaux de la saison 2. Chaque joueur va venir avec son set de dés, chaque joueur va venir avec un paquet de cartes qu'on va brasser et on va piger 4 cartes dans ce paquet-là pour commencer notre partie. Chaque joueur va avoir une petite feuille d'aide-mémoire qui va lui rappeler les effets de chacun de ses jetons, comme ça ici. À quoi ces jetons-là vont servir, comment on les utilise dans la partie, est-ce qu'ils peuvent s'accumuler ou non, est-ce que ce sont des jetons positifs ou négatifs. Il y a une petite aide-mémoire qui rappelle tout ça. On a ici la dénomination de ces dés, ils viennent dans quelle proportion, puis chaque symbole, on a combien de chances de le rouler sur nos dés. On a un petit aide-mémoire que chaque joueur va avoir le tour du jeu. Et on a 2 petits compteurs. On a un petit compteur de points de combat qui va commencer sur le 2 dans une partie normalement, et un petit compteur de points de vie qui va commencer sur le 50 dans une partie régulière à 2 joueurs. Le joueur en face fait exactement la même chose. Et au niveau du setup, chaque joueur vient vraiment avec, dans la saison 1, avec une petite boîte dans laquelle il y a tout son matériel. Fait que sa roulette, ses cartes, ses jetons dans le fond et ses dés sur le côté. Alors que dans la saison 2, on a un petit support comme ça pour chacun des personnages. Mais le principe reste le même. Fait qu'on a le plateau principal qui se déplie pour les personnages. On a l'aide-mémoire, les cartes, les jetons, les dés à l'intérieur du présentoir. Donc on fait juste placer tout ça puis on est prêt à commencer à jouer. Maintenant, un tour de jeu, comment ça fonctionne dans Dice Throne. Dice Throne, c'est un jeu principalement à 2 joueurs, mais qui peut jouer à 3 ou à 4, mais principalement à 2 joueurs, dans lequel on veut réduire les points de vie de son adversaire à 0, en suivant cet ordre de tour de jeu-là. On va faire ça jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs soit à 0, l'autre gagne. On commence toujours avec une phase d'upkeep où on va ajuster l'effet de nos différents jetons. C'est par exemple, si on a des jetons empoisonnés, on peut manger des dégâts, ou on peut avoir des jetons qui font qu'on a moins de dés achetés ou qu'on en a plus, des trucs comme ça. Fait qu'on va ajuster ça. Ensuite, on a une phase d'income, une phase de revenu. Chaque joueur, le joueur, quand c'est à son tour, il va gagner un CP. Fait que sa petite roulette de CP qui est comme ça ici, on va la monter de 1. Et il va piger une carte qu'il va ajouter à sa main. Je précise qu'au début de la partie, celui qui va être premier joueur, on peut lancer un dé, puis celui qui a le chiffre le plus haut sur le dé va commencer premier joueur. Il va sauter sa phase de revenu pour le premier tour, mais pour le premier tour seulement. Donc phase de revenu, on fait un CP, puis ensuite on pige une carte. Ensuite, on a une main phase.
Fait que là, la petite zone en bleu ici. On a une main phase. Une main phase, c'est qu'on va pouvoir jouer des cartes qui sont généralement bleues. Fait qu'ils ont rapport justement avec le main phase. On a le petit symbole ici dans le coin pour rappeler que c'est pendant cette phase-là qu'on peut les jouer. On a principalement deux types d'actions, deux types de cartes qu'on peut jouer à cette phase-là. On a des main phase action, où on fait tout simplement dépenser le nombre de CP qui est demandé, appliquer l'effet, dans ce cas-ci on met un paquet de jetons sur l'adversaire et on défausse la carte, ou on a des cartes d'amélioration. Les cartes d'amélioration on les joue pendant le main phase aussi. Celle-ci par exemple donne 2 CP, puis les cartes d'amélioration, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller trouver la case sur notre plateau individuel qui a le même nom que la carte. Ici j'ai un Exploding Arrow qui est juste ici. Ici j'ai mon Exploding Arrow level 2, fait que je pourrais payer 2 de CP pour aller mettre la carte ici. Ça va améliorer pour le reste de la partie l'effet de cette carte là. Je précise que si j'avais eu Exploding Arrow 3, je n'aurais pas eu à passer par le 2. J'aurais pu tout simplement payer le coup puis passer directement au niveau 3. Dans cette phase-là, on peut aussi, si on le veut, défausser des cartes de sa main, les jeter et gagner un CP par carte qu'on a jetée. Ensuite, ben là, c'est un jeu de dés, fait qu'on arrive dans la phase de roulage de dés, la roll phase. On a une phase offensive où le joueur actif va lancer ses dés. Il a le droit de les relancer jusqu'à 2 fois, donc un total de 3 fois. Puis il n'est pas obligé de garder ses résultats d'une relance à l'autre. Fait qu'il pourrait les lancer une fois, décider de garder ces 3 dés-là, puis ensuite relancer ces 2-là. Ça lui plaît pas, fait que finalement il relance toute la game une autre fois pour avoir un résultat quelconque. Pendant cette phase-là, pendant la Offensive Roll Phase, on va pouvoir jouer des cartes qui ont la même couleur que la phase. Fait qu'on va payer le coût de la carte, puis on va appliquer l'effet de la carte. Fait que là, ça va nous permettre de relancer des dés, de manipuler des dés, des trucs comme ça. Notre adversaire peut faire la même chose si lui, il a des cartes qui se jouent aussi pendant la Roll Phase. Ben, il va pouvoir jouer, s'il y a des cartes orange, il va pouvoir jouer lui aussi certaines cartes en payant leur coût pour activer leur effet pendant notre phase de roulage de dés. Ensuite, il y a une targeting phase qui va s'activer seulement si on joue à plus de 2 joueurs, parce qu'évidemment, si on joue juste à 2 joueurs, celui que je vise, c'est toujours mon adversaire. Et on a une defensive roll phase. La defensive roll phase, c'est que chaque personnage va avoir une habileté sur son plateau personnel. Fait que si j'attaque le Gunslinger, on voit qu'ici, j'ai un defensive roll. Toutes les règles du defensive roll vont être expliquées sur la case. Fait que dans ce cas-ci, il me dit de rouler l'un de ces dés et selon les résultats que j'obtiens, ben moi et mon adversaire on lance un dé, puis selon les résultats qu'on obtient, il y a un effet quelconque qui va se passer. Sur mon Moon Elf, son defensive roll il est juste ici, c'est la grosse case verte. Lui va avoir un effet différent. Chaque personnage a un effet vraiment strictement différent selon le defensive roll qu'il a. Et comme on est encore dans la phase orange, ben le defensive roll phase va s'appliquer, peut être manipulé lui aussi par des cartes qu'on va jouer. Une fois que ça c'est fait, ben on va calculer le résultat du dé qu'on a obtenu. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, si je lance ces dés-là, ben on voit ici j'ai 3 petites arbalètes, j'ai même 4 arbalètes. Fait que je pourrais essayer d'en viser pour une 5e, je lance un 2e dé, j'ai mes 5 arbalètes. Ben là, je peux aller activer une des cases qui est sur mon plateau individuel. Et là, ça peut être soit par les symboles, soit par les chiffres. Par exemple, ici, plus j'ai d'arc, plus je vais faire de dégâts à mon adversaire. Dans ce cas-ci, j'aurais réussi à faire 7 points de dégâts en activant cette habileté-là. Si j'avais roulé des arcs et des petits pas, ben, j'aurais pu activer plutôt cette habileté-là. Si j'avais roulé 3 lunes puis un arc, j'aurais pu essayer d'activer celle-là. On a toujours des habiletés qui sont des straight, fait qu'on va regarder les chiffres plutôt que les symboles. Et si j'ai 4 chiffres consécutifs, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, ben, je peux activer un small straight. Si j'ai les 5 dés, ce sont des chiffres consécutifs, je peux activer le large straight, qui est mon blind shot. Puis je vais tout simplement activer l'effet qui est ici pour savoir ce que chaque jeton fait. Mais je vais aller voir sur ma petite fiche de référence qu'est-ce que chacun des jetons fait. Chaque joueur a une habileté ultime, Ultimate Ability. Lui, dans ce cas-ci, il faut que je roule 5 lunes. Chaque lune a une chance sur 6 d'apparaître sur le dé, fait que c'est très difficile à faire, mais j'applique un effet extrêmement puissant si je réussis à le faire. Je précise aussi que si on active l'habileté ultime, notre adversaire n'a pas de jet de défense. C'est des dégâts qui s'appellent Unstoppable, fait qu'il n'y aura pas de jet de défense. Par contre, ça peut quand même être manipulé avec certains effets. Et là, après, ben, c'est de vérifier les différents effets qu'on va avoir déclenchés. Il peut y avoir des jetons. Il y a des fois des dégâts, justement, comme je viens de dire, qui sont unstoppable, que l'adversaire n'a pas le droit à lancer de dés pour les bloquer. Il y a des fois, je vais donner un jeton pour aveugler mon adversaire. L'effet va être écrit sur ma fiche. Mon adversaire va avoir une série de jetons lui-même qui sont différents. Le Gunslinger, il y a du Bounty, il y a du Knockdown, il y a du Reload.
Mon Moon Elf, il y a du Targeted, Evasive, Entangle, etc. Fait qu'on va tout simplement appliquer les effets. Dans ce cas-ci, j'aurais réussi à infliger un 7 points de dégâts à mon adversaire, en supposant qu'il n'aurait pas réussi à rien bloquer. Fait qu'on va baisser ses points de vie de 7. Fait qu'il va tomber à 43. Puis à la toute fin de mon tour, quand j'ai fini, quand on a appliqué les effets, on a joué nos cartes, mais j'ai un deuxième main phase, fait que je peux encore jouer des cartes bleues, des upgrades, ou jeter des cartes pour faire un point par carte. Et ensuite, je vais jeter toutes les cartes que j'ai au-delà de 6, si j'en ai plus que 6. Je passe la main à mon adversaire. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'un des joueurs soit à 0. Pour terminer, quelques petites précisions. Vous avez peut-être remarqué dans les mains de cartes que j'avais, j'avais différentes couleurs de cartes. J'avais les oranges qu'on peut jouer pendant les roll phase, que ce soit moi qui soit en train de rouler les dés ou que ce soit mon adversaire qui soit en train de rouler les dés. On peut toujours jouer ces cartes-là pour manipuler les dés. Les cartes bleues, les main action phase, qui sont soit des upgrades, soit des actions uniques. Et il y a finalement les cartes rouges, dont je n'ai pas encore parlé, qui sont les Instant Action, qu'on peut jouer à n'importe quel moment. C'est indiqué, le rouge est assez évident sur la carte, on a l'Instancy. Ça, à n'importe quel moment, on peut les jouer en payant le coût de la carte en CP, et en activant l'effet de la carte tout simplement. Dans ce cas-ci, on pourrait viser un joueur pour qu'il gagne un jeton évasive. Des petits derniers détails en termes de précision, vous avez vu toutes les cartes de la première saison. Les cartes de la deuxième saison ont les mêmes codes de couleurs, à quelques petites différences près. Fait que les cartes bleues sont les cartes de main phase. Cette fois-ci, c'est le code qui est bleu plutôt que la carte au complet. Les cartes plutôt blanches sont les upgrades, fait qu'ils peuvent aller sur nos cases pour les améliorer. On a les instants qui sont les cartes rouges et les cartes qui modifient les jets de dés qui sont les cartes oranges. Sinon, le principe reste le même. On voit aussi que le visuel des cartes a été hautement amélioré pour la deuxième saison par rapport à la première. Finalement, une autre petite différence aussi dans la deuxième saison qui est intéressante. Dans le livret d'instruction, on nous fournit un petit tableau pour nous dire chaque type de dégâts, comment il va fonctionner pour la défensive. Fait que si je fais des dégâts normaux, je peux me défendre, donc lancer un dé, je peux l'éviter, fait que faire mon jet de dé de défense, je peux l'éviter en jouant certaines cartes et je peux l'améliorer en utilisant certaines cartes. Si je prends à l'inverse, par exemple, le Ultimate Damage, fait que mon habileté ultime que je peux déclencher, on ne lance pas de dé en défense, on ne peut pas l'éviter avec des cartes, par exemple les dégâts. Par contre, les dégâts peuvent s'améliorer par le joueur qui a réussi à le jouer. Si on joue un effet qui nous indique Pure Damage, on ne lance pas de dés en défense, mais on peut quand même les éviter en jouant des cartes pour éviter ces dégâts. Par contre, les Pure Damage ne s'améliorent pas avec les cartes qu'on pourrait jouer pour améliorer nos dégâts, contrairement au Undefendable Damage qui s'améliore. Fait que pour une première partie, garder ce petit tableau-là pas loin du plateau, ça peut être fortement intéressant. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, au niveau des composantes, Dice Thrones est selon moi un jeu qui a un style visuel extrêmement intéressant. Il est un petit peu cartoonish, on est dans le fantastique médiéval, mais en même temps, dans la saison 2, surtout, on nous rajoute des personnages. Il y a un tacticien qui a l'air d'être plus un militaire, il y a un gunslinger qui est clairement un personnage western, il y a un samouraï que l'on va chercher dans une autre culture, fait qu'on va aller, y étendre plutôt un petit peu leurs horizons en termes de choix de personnages. Le style visuel des cartes, là dans la saison 1, on avait des cartes très très génériques là, qui ressemblent à ceci, où on a l'effet qui est expliqué avec tout simplement une couleur pour la carte. Fait que c'est clair, c'est limpide, c'est facile à servir. Est-ce que c'est beau? Bof. L'autre côté de la carte, par contre, le visuel est toujours super intéressant sur chaque côté. Fait que ça, c'est un certain point pour la première saison. Pour la deuxième saison, par exemple, là, on a été chercher de l'art visuel qui est unique pour chacune des cartes du jeu. Fait que chaque personnage va avoir un deck de cartes qui lui appartient. Puis les cartes, là, on a un style visuel sur les cartes qui est intéressant. Les cartes sont un petit peu moins instinctives dans la deuxième saison parce que justement, là, on a juste un encadré pour nous rappeler la couleur, puis c'est indiqué en petits caractères sur le côté pendant quelle phase on peut jouer cette carte-là, plutôt qu'en gros caractères en plein centre de la carte. Par contre, des joueurs qui sont habitués de jouer vont grandement préférer la deuxième édition, la deuxième version plutôt de jeu, parce que le style est beaucoup plus intéressant. Au niveau du rangement, le petit plateau de la première saison faisait parfaitement la job, il était excellent, mais les gros plateaux de la deuxième saison qui ressemble à ceci, tout le matériel rentre là-dedans, puis en bout de ligne, ça finit pratiquement par être plus compact, parce que là, si on va jouer par exemple avec un groupe d'amis, on peut amener juste les personnages qui vont être utilisés, c'est plus facile à transporter aussi dans cette version-là. Fait qu'au niveau des différences entre les deux, au niveau des composantes, la deuxième saison est légèrement supérieure à la première, mais les deux, ça reste que des composantes de très bonne qualité. Les dés, surtout les jetons, c'est de super bonne qualité. Au niveau, la plus grosse différence, je dirais, entre les deux éditions, au niveau de la qualité du matériel, ça va être ça. Ça, c'est le manuel qui vient avec la première saison. Ça, c'est le manuel qui vient dans chaque boîte de la deuxième saison. Ça, c'est pourri. Ça, c'est excellent.
Dans ce manuel-là, il y avait plein de passages confus, difficiles à comprendre. Si on avait une question, souvent dans ce genre de jeu-là, il y a une situation particulière. Est-ce que je peux jouer ma carte avant qu'il manipule son dé? S'il a commencé à faire son habileté, est-ce que je peux jouer une carte pour l'interrompre malgré tout? Est-ce que si ça gâche son habileté si j'ai fait changer un dé? Ça répond à peu près à aucune question, ce livret de règles-là. Les règles sont écrites, j'irais jusqu'à dire étrangement, c'est écrit dessus version 1.0, c'est une des premières boîtes. C'est pas clair. Il y a beaucoup de questions qui restent quand on a lu ce livre de règles-là, puis il y a plusieurs situations litigieuses qui ne trouvent pas de réponse, qui ne trouvent pas de solution. Ce livre-là est excellent. Ce livre-là, là, c'est clair. On a une référence rapide à l'arrière. Il y en avait une dans l'autre aussi, mais elle n'était pas très bonne. On a une référence rapide à l'arrière. On a un résumé d'un tour de jeu complet. Comment ça fonctionne facilement. Fait que les premières fois qu'on joue, on fait juste ouvrir ça, on met ça pas loin, puis il y a un rappel pour chacun des joueurs. Ils ont inséré des petites aides de jeu comme un tableau pour se rappeler quel type de dégâts peut être affecté par quel jet de dés, par quelle carte, est-ce qu'on peut juste tirer des jets, etc. Ils ont changé la règle pour savoir qui on vise si on joue à plus de 2 joueurs. Surtout dans une partie à 3, anciennement, c'était tiré au hasard. Fait que le hasard pouvait faire que c'était toujours le même qui se faisait attaquer, puis il tombait à 0 alors que les deux autres étaient encore dans les 40 points de vie. Tandis que là, on a mis une règle où on peut décider qui on attaque si on joue dans une partie à 3 joueurs. Fait qu'il faut être assez stratégique, parce que si on affaiblit trop un des deux adversaires, ben l'autre va prendre un coup fatal, c'est le premier qui en élimine un, qui va prendre un gros avantage pour la partie. Et sauf qu'on gagne un bonus si on attaque celui qui est dans le lead, si on attaque le leader, celui qui a le plus de points de vie. Fait que ça, c'est une règle qui est intéressante. Qui est plus intéressante à tout le monde que l'ancienne règle. La règle en équipe, ça n'a pas vraiment changé, fait que c'est les mêmes choses qui étaient avant, c'est y a un pool de points de vie pour l'équipe au complet, et la première équipe qui va amener le pool de son adversaire à 0 va l'emporter. Fait que c'est pas d'en éliminer un ou deux, les deux on additionne les points de vie, mais je pense que c'est 75 points de vie qu'on a à 2 ou 65, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est vraiment une belle amélioration. Ça paraît que Rockslitting Games s'est mis le nez là-dedans pour améliorer la disposition, la mise en page, que là-dedans c'est beaucoup plus clair que ça l'était. Maintenant, est-ce que c'est un bon jeu? Ben pour moi, Dice Thrones est un jeu, c'est un bon petit jeu de dés. C'est un jeu, je lui mettrais peut-être un 7.5, un 8 sur 10. Peut-être un 8 sur 10, disons. Ça reste un très bon jeu de dés. Son visuel est très beau, les parties sont rapides, le jeu est simple à comprendre. Tout est écrit sur le plateau. Quand on va jouer une carte, la carte va nous dire qu'est-ce qu'elle fait quand on déclenche une habileté sur un de nos plateaux individuels. Le plateau va nous indiquer, ça va être très très clair qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit lancer d'autres dés, est-ce qu'on fait juste des dégâts purs, etc. etc. C'est juste les mots-clés qu'il faut apprendre un petit peu. Puis la plupart des mots-clés font référence à des jetons. Puis les jetons, ben, chaque joueur a un petit plateau qui explique ses jetons à lui, comment ils fonctionnent. Peut-être le truc que j'aime le plus de Dice Throne, c'est que chaque personnage a vraiment si je peux me permettre l'anglicisme, un feeling différent. Parmi les personnages, le barbare, il a pratiquement pas de défense, mais il tape très très fort. Le paladin, il va pouvoir se protéger beaucoup, il va pouvoir se guérir aussi, puis si on joue en équipe, il va même pouvoir guérir un peu son allié. Le Moon Elf, il va voler des points, il va voler des points de CP, il va faire perdre plutôt des points de CP à son adversaire. Il y a le Thief qui va voler des points de CP à son adversaire, puis plus il y a de points de CP, plus il va faire de dégâts. Fait qu'il y a le moine qui peut jouer offensivement, défensivement selon ce qu'il préfère. Puis là, en plus, on rajoute des nouveaux personnages, le Gunslinger, le Samouraï, qui ont aussi des feelings vraiment différents. Fait on peut vraiment aller chercher ce qui nous plaît dans les différents personnages. On peut essayer différentes stratégies selon le personnage qu'on a choisi. Fait qu'on a une super belle rejouabilité. Fait que c'est un beau petit jeu de dés, simple, facile à comprendre, facile à prendre en main, avec une belle rejouabilité, un beau design visuel, surtout si on va chercher des boîtes de la deuxième saison, le design des cartes est visuellement supérieur, esthétiquement supérieur. Donc, un jeu que je vais recommander quand même pas mal si vous aimez ce genre de jeu-là. Son principal défaut, évidemment, si vous n'aimez pas les jeux de hasard ou que le hasard prend toute la place, vous n'aimerez pas Dice Throne, c'est sûr et certain. Vous avez beau avoir la meilleure stratégie du monde, si vous roulez rien de bon, vous ne gagnerez pas la partie. Puis j'ai joué certaines parties avec des joueurs qui ont trouvé l'expérience quand même assez frustrante, parce qu'on a beau avoir les meilleures cartes en main, on a beau avoir la meilleure stratégie possible, on a beau avoir un plan de match extrêmement précis, si on roule juste des 1, ben ça sera pas bon le résultat qu'on va avoir à la fin. Comme la plupart du temps, dans un jeu qui est purement un jeu de dés. Donc si vous aimez pas le hasard, éloignez-vous de Dice Throne, vous n'aimerez pas ça. Si vous aimez les petits jeux rapides, le back and forth, c'est très rapide, on tape l'adversaire, il nous tape, le premier qui arrive à 0, on gagne. Ben on perd en fait, c'est l'autre qui gagne, on choisit des nouveaux personnages, on recommence.
C'est un beau petit jeu à essayer. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez me laisser questions ou commentaires. Si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me souligner. Sûrement que j'ai réussi à en glisser une quelque part. Vous me laissez ça dans les commentaires. Vous pouvez me laisser aussi des suggestions pour les prochains jeux à revoir pour une revue Kickstarter. Venez nous supporter, venez nous visiter plutôt sur notre page Facebook, notre page Twitter. Et supportez-nous sur notre page Patreon. On a des concours les lundis aussi. Vous pouvez regarder ça, la vidéo du concours du lundi. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine. Ciao!